Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Sécurité exceptionnelle partout en France. L'armée est appelée en renfort sur les points sensibles du territoire et en particulier autour des écoles juives. 10 000 militaires sont mobilisés et au-delà de cette surveillance, comment renforcer à plus long terme la lutte antiterroriste? Le Premier ministre Manuel Valls promet des mesures sans précédent, des mesures qui concernent notamment les prisons. Nous allons les analyser ce soir. Et autre aspect important, l'éducation, avec une grande opération de sensibilisation à venir dans les écoles, suite aux incidents relevés après les attentats. Sur tous ces aspects, de nombreux invités en notre compagnie ce soir. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, l'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, la spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, l'écrivain, Marek Alter et le président d'Assez-le-Feu, Mohamed Meshmach, tout à l'heure. Merci donc d'être en notre compagnie ce soir. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 h. Et après l'émotion, la communion, comme on l'a vu et vécu hier, voici le temps des questions et de l'action. Et c'est un dispositif exceptionnel qui a été déployé partout en France pour renforcer la surveillance des points sensibles sur le territoire. 10 000 militaires sont mobilisés pour cette opération intérieure d'envergure. Sécurité renforcée en particulier autour des écoles et lieux de culte juifs. Et pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Les policiers recherchent d'éventuels complices des terroristes. Manuel Valls assure que Koulibaly avait sans doute un complice et un lien a également pu être fait entre l'une des armes retrouvées dans le supermarché Cacher de la porte de Vincennes et les balles utilisées contre un jogger grièvement blessé mercredi soir à Fontenay-aux-Roses. On voit tout cela avec Sophie Normand, couturier. Sur ces images de caméras de vidéosurveillance, à droite de l'écran, Hayat Boumedienne, la compagne d'Amedi Koulibaly, qui passe ici la sécurité de l'aéroport d'Istanbul. La police française était à sa recherche. Via la Turquie, elle serait entrée en Syrie le 8 janvier, sans doute pour rejoindre les zones de combat. Il y a ensuite cette vidéo de 7 minutes brièvement disponible sur Internet hier matin. À l'image, Amedi Koulibaly, il se revendique de l'organisation État islamique et évoque les attentats. Une démarche qui prouve qu'une tierce personne est intervenue sur le montage après sa mort. Les enquêteurs ont également fait un rapprochement entre une arme trouvée dans le supermarché Cacher de la porte de Vincennes et l'agression par balle d'un jogger mercredi soir à Fontenay-aux-Roses. Était-ce Amedi Koulibaly ou bien un complice qui aurait utilisé la même arme que le preneur d'otages? Autre élément du puzzle, les 13 gardes à vue menées dans l'entourage des tueurs, toutes ont été levées. Il était également question ces derniers jours d'un émir, Farid Benyetou, proche des frères Kouachi, présenté comme le prédicateur de la filière djihadiste des buttes Chaumont. L'homme s'est spontanément présenté aux enquêteurs sans être placé en garde à vue. 3 services de police sont mobilisés pour cette enquête. L'ensemble est dirigé par la section antiterroriste du parquet de Paris. Et on va écouter ce soir la réaction de Lilian, le père. Il est resté plus de 8 heures caché sous l'évier dans l'imprimerie. Adamartin Goël, il est l'un des héros anonymes qui a renseigné les forces de l'ordre sur les terroristes. On l'écoute. Et à ce moment-là, que vous dites-vous? Je suis cuit, c'est cuit. Oui, je me suis dit, il va faire tous les meubles. Forcément, s'il cherche quelque chose, un ravitaillement ou je ne sais pas, il va faire tous les meubles. Donc il est allé vers le frigo et ensuite il revient vers mon meuble, vers là où je suis caché. Et il boit sur l'évier juste au-dessus de moi. Voilà, donc il boit un verre d'eau juste au-dessus de vous? Oui, enfin je suppose qu'il a dû boire directement au robinet, oui. Mais oui, il boit juste au-dessus de moi. J'entends l'eau qui coule au-dessus de ma tête parce que j'ai la tête qui est collée contre l'évier. Je vois son ombre à travers le petit interstice de lumière de la porte. Et comme j'ai bougé un petit peu, enfin j'ai le siphon qui est dans le dos, le siphon fuit dans mon dos et je sens l'eau qui coule. Un moment surréaliste, complètement surréaliste. Et là je me suis dit, c'est comme dans les films, enfin on voit que ça que dans les films, quoi. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Bah je me dis que parce qu'il y avait une serviette sur des 2 portes, je me suis dit, s'il se sèche les mains avec la serviette, ça ouvre la porte. Si ça ouvre la porte, il me découvre. Et après, enfin voilà, on a le cerveau qui arrête de penser, le cœur qui arrête de battre, le souffle qui se coupe, et on attend, parce que c'est la seule chose à faire. 8 heures sans bouger, et au moment où l'assaut donne, c'est une libération, parce que je me suis dit, enfin, parce que de toute façon, ça pouvait être que ça l'issue, ça pouvait être que l'assaut.
Et je me suis dit, ça y est, c'est parti. Et là, je me suis recroquevillé, j'ai protégé mes flancs, j'ai protégé ma tête. Et j'ai attendu que ça se termine, tout simplement. Le Conseil français du culte musulman s'alarme de l'explosion des agressions islamophobes depuis les attentats. Plus d'une cinquantaine d'actes anti-musulmans ont été relevés en France selon l'Observatoire contre l'islamophobie du Conseil français du culte musulman. Des chiffres pas encore confirmés par le ministère de l'Intérieur, mais l'inquiétude est grande et réelle au sein de la population musulmane en France. Une inquiétude très importante aussi bien sûr chez la communauté juive de France, partagée entre la peur et la tentation du départ. On voit tout cela avec Louis Sibyl. Une journée de plus. Le Premier ministre israélien sera resté une journée de plus pour se recueillir à Vincennes devant le supermarché Kasher, loin des caméras. En pleine campagne électorale, cette visite en France est très politique. Selon des quotidiens locaux, il n'était pas invité aux manifestations d'hier. François Hollande a accepté à la condition que le Palestinien Mahmoud Abbas soit aussi présent à la Grande Marche. À la Grande Synagogue de Paris, le chef du gouvernement israélien a exhorté une nouvelle fois les Juifs de France à faire leur alia, c'est-à-dire à venir habiter en terre promise, en Israël. Tout juif, toute juive, qui souhaiterait monter en Israël et émigrer en Israël, seront accueillis avec les bras ouverts. Ce matin, la Marseillaise est encore chantée à Vincennes. Mais les mots de Benyamin Netanyahou ont aussi fait mouche. Son déplacement, il a été primordial. On sait qu'on a un pays, puisque ici, on n'est plus en sécurité. Face aux menaces, un dispositif de sécurité sans précédent a été mis en place. 700 lieux de culte et écoles juives sont désormais protégés par plus de 4000 policiers et gendarmes. Bernard Cazeneuve a visité une école juive dans le quartier du Marais à Paris. Il se veut rassurant. Nous sommes déterminés à faire en sorte que toutes les écoles et les lieux de culte à Paris et en France soient protégés. Malgré ce dispositif, beaucoup de Juifs de France ne se sentent plus en sécurité. En 2014, ils étaient 7000 à partir pour Israël. C'est 2 fois plus qu'en 2013. Le gouvernement promet des mesures exceptionnelles. Manuel Valls a évoqué un renforcement de l'arsenal législatif. Renseignement, sécurité et prison sont les priorités affirmées par le Premier ministre. Et certains se demandent s'il ne faudrait pas aller jusqu'à des lois d'exception, inspirées par exemple du Patriot Act mis en place après les attentats du 11 septembre. Les détails avec Nathalie Guillouard. 15 lois depuis 30 ans, les textes contre l'antiterrorisme s'accumulent en France. Et le dernier date seulement du mois de novembre 2014. Cette loi compte plusieurs mesures phares dont le délit d'entreprise terroriste individuelle, un nouvel outil pour lutter contre les loups solitaires. Autre point fort, l'interdiction administrative de sortie du territoire contre les personnes suspectées d'être candidats au djihad en Syrie ou en Irak. Et le blocage des sites internet faisant l'apologie du terrorisme. Renforcer ces mesures alors que les décrets de ce texte ne sont pas encore tous parus, les interrogations s'accumulent. Est-ce que nous pouvons améliorer les mesures de sécurité pour renforcer la sécurité des Français? J'ai été ministre de l'Intérieur, j'étais président de la République, ma réponse est oui. Je propose que les partis politiques, sur ce domaine et exclusivement sur ce domaine, sur cette question, puissent échanger, que nous ne soyons pas dans le concours l'épine de la proposition, que nous ne soyons pas dans la surenchère. Manuel Valls, qui a reconnu des failles dans les dispositifs, lance quelques pistes. Il veut isoler les détenus radicaux, muscler les renseignements et améliorer le système des écoutes administratives et judiciaires. Mais pas de Patriot Act à la française. Aux États-Unis, après les attentats du 11 septembre, le texte dit Patriot Act avait été mis en place. Des lois qui renforcent le pouvoir des agences de renseignement, qui permettent les écoutes téléphoniques et d'épier plus facilement les messages électroniques, le tout sans décision de justice. Mais à l'heure où la France se mobilise contre le terrorisme, mais aussi pour la liberté d'expression, un Patriot Act français ne manquera pas de susciter de nombreux débats. Et la suite de notre édition spéciale avec nos invités à présent, je vous les présente avec plaisir. Le défenseur des droits est avec nous, Jacques Toubon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Nous accompagne également l'historienne spécialiste des États-Unis, Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également l'auteur du livre Les secrets de la Maison Blanche. Et avec nous également
Mohamed Meshmash, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole d'AC Le Feu, l'association collective Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble, Unis. Alors messieurs, madame, je précise également que va nous rejoindre dans quelques instants l'écrivain Marek Alter. Au lendemain de la marée humaine qui a déferlé partout en France hier, on va évoquer ce soir différents aspects et sujets sur l'après, les défis, les questions qui se posent en matière d'éducation, de sécurité et d'arsenal législatif à mettre en place. Mais avant d'aborder tous ces thèmes, je voudrais faire un tour de table et vous demander comment, selon vous, on peut faire perdurer ce qu'on a vu hier, cet esprit de rassemblement, de communion. Jacques Toubon, selon vous. Oui, hier, au moment où on défilait tous ensemble, j'ai dit, il ne s'agit plus de dire « je suis Charlie », mais il s'agit de dire « je serai Charlie ». C'est-à-dire que au futur, c'est-à-dire aujourd'hui, nous continuons à faire durer ce mouvement d'unité, en quelque sorte. Et on a vu hier, c'est vrai, la France. Et moi, je pense que c'est ça le secret. C'est qu'en fait, on s'est beaucoup battu sur les questions d'identité. C'est un débat tout à fait vain, parce qu'en réalité, la France s'est construite depuis des millénaires ou depuis des siècles, avec des millions d'hommes, de femmes venus de partout. Donc, elle est par définition multiple et diverse. Mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est de penser à ce que disait Michelet. La France est une personne. Il disait, l'Angleterre est un empire. L'Allemagne est un peuple. La France est une personne. Et je trouve que ce que nous avons vu depuis quelques jours, c'est effectivement la personne France. Et je pense que la solution aujourd'hui, elle est dans le fait que nos décisions, celles du gouvernement par exemple, mais entendu pour l'essentiel, soient inspirées par l'idée de cette personnalité de la France, de l'appartenance, tous autant que nous soyons, de l'adhésion à cette personne de la France. Je pense que c'est ça le secret, et qu'il ne s'agit pas de grands principes, il s'agit de choses quotidiennes, que personne ne se pense écarté du chemin, en quelque sorte ségrégué, enclavé, éloigné, mais que tous aient la même participation et la même proximité. Et moi, le défenseur des droits, par exemple, quand je dis que ma mission, c'est de rendre effectifs les droits qui sont pour beaucoup de gens uniquement sur le papier, eh bien c'est une façon de faire en sorte d'adhérer à la personne de la France. Mohamed Meshmash, même question. Et je sais que vous, notamment à Bobigny, mais aussi dans d'autres villes, je crois à Toulouse également, vous avez organisé des rassemblements républicains, solidaires, dites-vous, contre la violence, les extrémismes. Vous avez entendu évidemment ces mêmes paroles de paix, d'attente aussi pour la suite? Oui, bien sûr. Bah, écoutez, j'étais aussi à la manifestation hier. C'est clair que c'était chaud, c'était des choses que j'avais pas vécues depuis 98, la Coupe du Monde, ou Black Blanc Beurre. Malheureusement, ce fameux slogan a vite disparu, quoi. C'est ce que je dis. Je dis, ce qu'on a vu hier, c'est comment on va le capitaliser, quoi. Est-ce qu'on est en capacité de le capitaliser? J'entends qu'on dit il y a un avant et un après. Est-ce qu'on entend la même chose dans l'après? Et qu'est-ce qu'on entend par l'après? Je veux dire, j'entends ce que vous dites, Monsieur Toubon. Je dis simplement aussi, il y a une partie de la population qui revendique clairement, je suis un enfant de la République, mais est-ce que cette République me reconnaît à part entière ou elle me reconnaît qu'une partie? Il y a une frange de la population qui, elle, a totalement été oubliée, et puis qu'on voit un petit peu les situations de nos quartiers aujourd'hui, comment elles vivent. Encore une fois, sans chercher d'excuses à qui que ce soit, et puis moi, au contraire, mon combat, c'est de réveiller des consciences, c'est de dire, si tu penses que certains ne font pas, qu'est-ce que toi tu décides de faire pour que les choses elles changent, et ainsi de suite. Donc je suis plutôt dans ça, quoi, je veux dire. Mais en même temps, je veux dire, ce qu'on a vu hier, c'était beau, c'était formidable. On a organisé cet événement de l'autre côté du périph' parce qu'on s'était dit c'était aussi important. Et est-ce que de l'autre côté du périph', est-ce que les gens seront aussi solidaires à venir aussi porter ce message? Parce qu'on ne se retrouve pas seul, nous confrontés après à tout ce qu'on doit avoir derrière, à gérer tout le travail qu'on a mené depuis des années, comment on va aller rediscuter avec des gamins dans les écoles ou des professeurs aujourd'hui. On va en parler ce soir, c'est très important. C'est tout ça, et puis comment est-ce que nos responsables politiques, quand est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils vont se poser la vraie question en disant est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a loupé?
pas toujours aller chercher des coupables ou se trouver des excuses, des boucs émissaires ailleurs, quoi. Donc, moi, je dis comment on capitalise ce qu'on a vu hier. Alors, on va en parler. Cette Même notion question. de Oui. l'autre côté du périph' que vous venez de dire est une notion absolument essentielle. Le but, c'est qu'il n'y ait pas un côté et l'autre du périph'. Je pense qu'on peut prendre cette image. Nicole Bacharan, même question. Et puis après, une question à l'historienne que vous êtes et spécialiste des États-Unis. Vous sentez venir la question, évidemment. Mais d'abord, votre sentiment. Comment faire perdurer tout ce qu'on a vu et ce dont viennent parler Jacques Toubon et Mohamed Mechmach? Je crois qu'on a tous ressenti la même chose. La même chose hier. C'était un moment vraiment historique, extrêmement émouvant. Et on a tous, comme vous le dites Sonia, parfaitement conscience que les lendemains vont être difficiles et que l'unité sociale, politique, elle est à construire. Hier, c'était une espèce de naissance, mais c'était certainement pas quelque chose d'installé. Je crois malheureusement que la première chose nécessaire pour qu'une confiance se rétablisse, c'est qu'il faut que les citoyens se sentent en sécurité. Il ne faut pas qu'il y ait de suspicion à l'égard des gens que vous croisez dans la rue. Et aujourd'hui, on sait que la sécurité, elle n'est pas Sécurité à se suffisante. promener, à aller dans un supermarché, à aller dans un lieu de culte, à ne Faire pas son cacher. jogging, voilà. Pardon. Et ensuite, il y a effectivement un travail politique, un travail économique, un travail social. Et puis, au-delà de ça, évidemment, la lutte contre l'extrémisme, elle est mondiale. En Donc, tous on les est cas, dans pour quelque chose de prolonger cet difficile. élan, Charlie Hebdo, je le précise, sera imprimé à plus de 3 millions d'exemplaires en 16 langues. Jacques Toubon, ils n'ont pas tué Charlie comme l'ont crié les terroristes le jour de l'attentat. C'est clair qu'ils n'ont pas tué Charlie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tué notre volonté de continuer en France à exercer pleinement notre liberté de conscience, ce qui veut dire avoir une religion, ne pas en avoir, pratiquer, ne pas pratiquer, ce qu'on veut. C'est ça la laïcité, hein, c'est la liberté. Ils n'ont pas tué la liberté d'opinion, ils n'ont pas tué la liberté d'expression, et en particulier celle de la presse, naturellement. Et je crois même que d'une certaine façon, aujourd'hui, ces événements font que beaucoup de gens sont plus attachés encore peut-être à ces libertés qu'ils ne l'étaient malheureusement mardi dernier. Donc, une très grande attente. Tout ce qu'on a vu hier Oui. nous oblige tous et oblige en premier lieu. Mais c'est pour Mohamed ça que Mechmach, ce qu'a dit politiques. Nicole Bacharan, et qui est très important, est aussi pour le gouvernement, il faut bien le comprendre, difficile. C'est qu'il faut concilier des mesures de sécurité qui apparaissent rassurantes et efficaces, mais avec la plus grande attention aux libertés publiques et individuelles. Donc l'équilibre est difficile. Donc vous êtes l'un des garants, évidemment, en tant que l'équilibre est défenseur difficile. des droits. On va en parler. Juste une parenthèse, parce qu'on se pose la question, Nicole Bacharan, l'absence de Barack Obama. Alors elle a été très commentée, et il y a eu ce soir un mea culpa. La Maison-Blanche estime, je cite, qu'il aurait fallu envoyer un grand responsable à la marche. Comment expliquer, j'allais vous dire tout simplement, un tel ratage pour un homme en plus aussi de la communication, qui est engagé dans la lutte contre le terrorisme dans le monde entier. Comment a-t-il pu rater cela? Écoutez, c'est pas la première fois que Barack Obama manque tout simplement d'empathie. D'empathie. Vous pensez que ça manque d'empathie? Oui, absolument. Et le manque d'empathie, parfois, c'est une faute politique. Et hier, ça l'a été. Souvenez-vous qu'en 2011, il n'est pas venu à Berlin pour commémorer l'anniversaire de la chute du mur. Aux États-Unis même, au moment de toutes ces affaires de Noirs tués par la police, on lui a reproché de ne pas être présent sur le plan de l'émotion, du sentiment, de la douleur partagée. C'est aussi ça, être un leader. On se souvient tous à quel point Bill Clinton le faisait. Et hier, Barack Obama n'avait rien de particulier sur son agenda, enfin comme engagement public. Il a regardé un match de foot. C'était une grosse erreur politique. Si ce n'était pas lui, ça aurait dû être Joe Biden ou Eric Holder, le ministre de la Justice, qui était à Paris pour la réunion des ministres de l'Intérieur et qui aurait pu participer à cette marche. Manque d'empathie, hein, Jacques Toubon. Je pense que... Enfin, je ne suis pas spécialiste des affaires américaines comme Nicole Bacharan, mais je vais dire quelque chose donc qui n'est pas tout à fait de mon domaine. Hier, évidemment, avec tous ces responsables. C'est vrai que il y avait le monde entier, sauf la plus grande partie, enfin en tout cas la plus riche, la plus puissante économiquement du monde, c'est-à-dire les États-Unis. Mais je pense que dans ce genre d'affaires, il y a tout de même, et Nicole Bacharan peut le dire mieux que moi, en dehors du coefficient personnel, d'être sur l'empathie d'Obama, qui
il faut le dire, Barack Obama est un grand intellectuel. Je veux dire, ce n'est certainement pas un homme d'une énorme sensibilité. Mais, indépendamment de ça, je pense qu'il y a un problème qui est que, d'une part, sur ces questions de sécurité, c'est sûr que les Américains se méfient, pour dire les choses comme elles sont, des Européens et du reste du monde. Bon, très bien. Et ils l'ont d'ailleurs dit dans les jours qui viennent de s'écouler à propos des services de renseignement. Et puis il y a une autre chose. Il y avait quand même de très grands responsables. Et puis il y a le ministre israélien, le président de l'autorité palestinienne. Et puis il y a aussi une autre chose. C'est que je pense que les Américains n'ont pas non plus, malgré le premier amendement qui dit liberté, liberté et liberté d'expression, ils n'ont pas tout à fait la même conception. Je pense qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas blasphémer. Ce que nous appelons blasphémer, aux États-Unis, vous ne le pouvez pas. Je pense qu'il y a quelque chose. Donc, autrement dit, je veux dire qu'il y a certainement, et ça c'est très important en termes de géopolitique, il y a certainement à faire un travail de rapprochement entre les conceptions des deux côtés de l'Atlantique, parce qu'il est clair que si les deux côtés de l'Atlantique ne sont pas réunis dans la lutte contre le terrorisme, on ne réussira pas. Ça, c'est les défis et les questions. On va en parler tout de suite, parce que Marek Alter va nous rejoindre. Mohamed Meshmash, une aussi réaction sur ces images. Beaucoup de gens dans les cortèges nous disaient à nos micros, dans les radios et les télévisions, on retient d'abord le Rassemblement populaire, républicain. Cette image, elle est certes historique, mais elle passe au second plan par rapport à l'émotion des gens. C'est ce que vous retenez également? Oui, bien sûr. Je veux dire, on a une belle image, effectivement, que autant de chefs d'État étaient présents, donc ça marque aussi quelque chose. Mais comme vous dites, je pense que pour la plupart des personnes qui étaient là, c'était pas simplement ce rassemblement, c'était l'unité de toutes ces personnes qui étaient rassemblées. J'ai défilé au milieu de tout le monde, si j'ose dire, et c'était surtout, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ce que vous dites, c'est le caractère complètement spontané, naturel, individuel de chacun était là parce qu'il avait envie d'être là. Voilà. Même familial, vraiment. Oui, familial, avec beaucoup d'enfants. C'est très important pour rejoindre l'autre thème dont on va parler, c'est l'éducation. Mais d'abord, avant l'éducation, pas avant. L'éducation, c'est très important. Mais en parallèle, il y a le débat qui est ouvert sur l'arsenal législatif à mettre en place. Et certains réclament un véritable Patriot Act à la française. D'autres veulent des mesures précises, non votées sous le coup de l'émotion. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Durcir les lois sans céder à l'émotion, voilà le défi du gouvernement. Le Premier ministre annonce déjà une série de mesures comme le renforcement du renseignement dans les prisons ou l'amélioration du système d'écoute. Il faut que le droit soit utilisé, la loi, pour lutter avec peut-être encore plus de détermination. Après le message que le peuple français a donné à l'égard de tous ceux qui s'en prennent à nos valeurs fondamentales. L'idée d'imiter le modèle américain est évoquée. Moins de 2 mois après le 11 septembre, les États-Unis avaient adopté le Patriot Act, une loi antiterroriste qui donnait des pouvoirs élargis aux services de renseignement et qui a débouché sur de nombreuses atteintes aux libertés individuelles. Que le Parlement discute sur un éventuel Patriot Act, pourquoi pas, mais on aura des discussions serrées. Moi, ce que je redoute, c'est qu'on se focalise sur cet aspect-là, alors qu'on a des besoins immédiats à satisfaire pour que les services aient les capacités de répondre à l'ensemble de la menace. Pour l'instant, l'unanimité politique est de mise. Bernard Cazeneuve a reçu une délégation de parlementaires de tous bords aujourd'hui. Les divergences sur la stratégie à adopter sont mises en sourdine. Et pour éviter toute dérive due à la précipitation, les Verts appellent à rester vigilants. Nous devons tout à la fois faire preuve de réalisme, pas d'angélisme et pas de naïveté, et également être très attentifs aussi aux valeurs de la République qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Le débat pourra faire son entrée au Parlement assez rapidement, à l'occasion du vote d'une loi sur le renseignement prévu dans les prochaines semaines. Et en compagnie de Nicole Bacharan, de Jacques Toubon et de Mohamed Meshmash, on est ravis d'accueillir Marek Alter. Bonsoir. Bonsoir. Marek, avant de parler de toutes ces réponses, ces défis et ces questions, je voudrais vous poser la même question que nos invités au début de cette émission. Comment faire perdurer l'esprit de rassemblement, de communion que vous avez ressenti, qu'on a tous vécu hier, selon vous? Difficile, vous savez, l'enthousiasme suscité par le fait de se retrouver si nombreux dans la rue, la première fois dans l'histoire où les gens s'applaudissaient eux-mêmes. C'est génial, c'est extraordinaire. Ils étaient tellement fiers d'être là qu'ils s'applaudissaient eux-mêmes. J'avais les mains rouges. Hein. J'allais avec mon ami Chalgoumi
et les gens étaient heureux de voir un juif et un musulman côte à côte, main dans la main. Ils étaient heureux. Qu'est-ce que ça prouve tout ça? Ça prouve, c'est d'abord que le désir, ce n'est pas avoir à la une de la presse des meurtres, des viols, mais ça. Est-ce que ça va tenir longtemps? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non, vous êtes pessimiste après un tel rassemblement? C'est pas, c'est humain. Hein? On aime une femme, on lui envoie des fleurs tous les jours, et etc. Au bout de 2 mois, ça devient naturel. Ah bon, vous allez nous décevoir là aussi, oui. Non, ça devient naturel. Je ne dis pas qu'on va chercher tout de suite une autre femme, mais ça devient naturel. Bien, oui. Voilà, il faudrait attendre encore quelques mois. Non, je suis réaliste. Vous savez, Jacques certainement se souvient, il y avait 2 grandes manifestations, il y a encore, qui n'ont pas égalé celle-là. Alors, l'une, je n'étais pas en France à l'époque, le général de Gaulle qui a descendu les Champs-Élysées, des centaines de milliers de personnes derrière. Après la profanation des cimetières juifs de Carpentras, 500 000 personnes de la République à la Bastille, 500 000, la première fois dans l'histoire que l'Église était descendue dans la rue. Le cardinal Lustiger, le cardinal de Courtrai, tous les cardinaux. Et le président de la République. Et le président de la République, François Mitterrand, est venu à notre rencontre. Bon, ça restera dans l'histoire. Maintenant, ça ne résout pas les problèmes. Parce que je crois que nous rentrons dans un monde nouveau. Premièrement, dans un monde où il n'y a plus d'idéologie, dont les grands espoirs de nos parents, grands-parents n'existent plus. Mon grand-père, juif, religieux, papillote, chapeau, est allé combattre en Espagne le fascisme. C'est fini. Celles qui proposent une aventure, c'est les djihadistes, c'est pas nous. Nous proposons quoi? La démocratie. Mais la démocratie, c'est un état de fait. C'est pas une aventure, c'est pas un rêve. On ne propose pas des rêves. Alors, et puis, on est en République, ce que nous ne pouvons pas faire comme en Amérique. On parle des Patriotic Act, etc. Nous ne pouvons pas. On va en parler tout de suite. Parce que la République, ce n'est pas une démocratie. C'est une démocratie plus autre chose. Quand j'ai demandé à notre président de s'adresser tout particulièrement aux musulmans, il a dit il ne peut pas. Nous sommes tous des Français. On est musulmans à la maison, on est juifs à la maison, on est chrétiens à la maison. On ne peut pas. Or, moi, ce que j'ai demandé à tous les organisateurs, c'est de mettre 1000 imams à la tête du cortège, 1000 imams, et montrer au monde que l'islam de France dit non. Or, ils n'ont pas pu le faire. Alors, ils m'ont permis de mettre chez Boubaker, le recteur de la grande mosquée, l'imam de Drancy, devant. Également, oui. Et puis, il y avait quelques imams avec moi, Hassan Chalgoumi, etc. Puis, parmi d'autres, il y avait des hommes politiques, Aubry, etc. Bon, alors, je voudrais faire réagir Mohamed Mechma sur ce que vous venez de dire, hein, justement, cette représentativité des différentes, j'allais dire, religions, confessions, justement. Est-ce qu'il y aurait, posons la question tout simplement, est-ce qu'il aurait fallu y avoir plus, justement, de représentants du monde, de la population musulmane? La population musulmane était représentée. Peut-être justement ce que dit Marek Alter de ses représentants religieux. Je ne partage pas la même analyse que vous. Si je devrais la partager, je devrais dans ce cas-là, il faudrait qu'elle soit visible partout. C'est-à-dire dans le monde politique, là où elle existe, où on ne les voit pas, des personnes comme vous qui aujourd'hui êtes à la télé et d'autres, pour que du coup, on puisse aussi la montrer d'une autre manière que celle-là. Je veux dire, la religion musulmane, elle fait partie de la sphère privée. Je veux dire, je suis musulman, c'est dans ma sphère privée, je suis français avant tout, voilà, fier de l'être. Ma religion, je la pratique chez moi, là, mais je n'ai pas à l'exhiber. Je voudrais surtout pas, je voudrais surtout pas, moi aujourd'hui, qu'on puisse m'associer à des gens qui, sous prétexte. Alors, qu'est-ce que vous faites pour vous dissocier? Qu'est-ce que je fais pour me dissocier? Tout ce que je fais quotidiennement en disant que ce qui s'est passé, c'est inhumain. C'est pas individuellement, vous faites. Mais pas individuellement. Il y a 6-7 millions de musulmans en France. Oui, mais... Si un juif aurait tué quelqu'un, je serais descendu dans la rue en tant que juif pour condamner. Parce que c'était mon devoir. C'est ma famille qui tuait. Le problème, alors, encore une fois, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que parce que ceux qui aujourd'hui commettent
Ils se réclament. Mais ça n'engage que... Ils salissent une religion mais oui, magnifique. Mais en même temps, ça n'engage que aujourd'hui la religion. De vous à moi, puisque vous connaissez M. Chagouni, ainsi de suite, et tous les jours, il vous dit que la religion musulmane, elle trône, je veux dire, autre chose que ça. Que ceux qui le font au nom d'eux, ça ne regarde que... Je veux dire, aujourd'hui, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on demande à la communauté musulmane de se justifier. Non, ils n'ont rien à voir avec ça. Y compris, attendez, je vais jusqu'au bout de mon analyse. Après, peut-être qu'on ne peut ne pas être d'accord. Je vous dis, simplement, c'est là où l'erreur se fait. C'est que vous avez, et vous créez le sentiment, que ceux qui commettent sont associés indirectement c'est eux qui se réclament. Mais eux, ça n'engage que Attendez, ça n'engage pas que nous sommes 7 milliards sur cette terre. 7 milliards. Écoutez, encore une fois, je crois que nous sommes descendus... Vous prenez un crayon, vous faites le compte. Laissez-moi terminer. Nous sommes descendus dans la rue. J'ai envie, moi, quelque part, que quand je viens sur un plateau, on me parle comme si, effectivement, on ne me demande pas d'où est mon origine, que je suis musulman et que je suis français depuis 4 générations. D'accord, mais je suis français depuis 2000 ans, ça change rien. On va pas faire le comparatif. Non, mais attendez, Marek Alter, jusqu'au bout, s'il vous plaît. Mohamed Mesmaach, on va... L'avis juste Jacques Toubon et Nicole Bacharan sur ce débat passionnant que vous avez. Il ne faut surtout pas se mettre dans cette position, effectivement, de demander à ceux qui sont de religion, de culture, d'éducation musulmane, car il y a beaucoup de façons d'être musulman, naturellement, et de leur demander de se justifier, c'est-à-dire de les assigner, comme vous venez de le dire, de les assigner à leur religion et leur culture. La République, c'est justement l'inverse de ça. Personne n'est assigné à une communauté, à une religion, à une situation, etc. Et que... Mais ceux qui nous tuent, oui, les femmes. Mais bien entendu. Mais j'avais envie de vous dire que Marek, quand je suis tué en tant que juif, je suis si nous assignons les musulmans, je mourrai en tant que juif, je ne mourrai pas en tant que citoyen français. Si nous assignons les musulmans, les juifs ou les catholiques à leur religion ou à leur culture, eh bien, ils ont gagné. Non. Parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Attendez, alors là, ce sont des différences très importantes. Je termine seulement un truc. Shakespeare, dans Jules César, il dit une chose très belle. Il dit, nous sommes tous égaux, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas des robots, etc. Nous avons chacun une mémoire, nous avons chacun une histoire. Nous sommes ensemble parce que nous voulons être ensemble. Mais nous devons combattre l'ennemi, chacun avec sa mémoire. Marek, un grand homme un peu plus moderne encore que Shakespeare, Montesquieu, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et c'est toute la question qui se pose depuis des siècles et depuis des millénaires, depuis que l'humanité existe, c'est-à-dire l'égalité et la différence et l'égalité. Il a écrit, comment peut-on être persan? Eh bien, c'est toute la question que se pose aujourd'hui l'humanité et un pays comme la France. Tu sais pourquoi il a écrit les lettres persanes? Pourquoi je vous laisse mon temps de parole tout à l'heure. J'en ai plus, moi. Donc, pourquoi il a écrit les lettres persanes? Pour faire comprendre aux Français ce qu'ils sont dans les regards des Persans. Oui. Parce que nous ne voyons pas. Donc, nous sommes différents. Nous sommes différents. Ça veut dire l'autre, c'est un miroir qui nous montre, parce que nous, on ne se voit plus. Oui, on est les mêmes. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Attendez, c'est un grand débat. Je voudrais avoir l'avis de Nicole Bacharan, s'il vous plaît, sur cette question. Je vais essayer. Allons-y. Je crois qu'on est dans quelque chose de difficile à nommer, et qu'on est tous là autour de cette table dans des états d'esprit extrêmement proches. Je ne crois pas que l'on ait demandé, sommé, comme je l'ai entendu parfois, aux Français musulmans de se justifier. Bravo. Mais par contre, quand dans cette manifestation, vous aviez des musulmans qui étaient présents parce qu'ils étaient français et qu'ils s'associaient à la défense des libertés françaises, pour ceux qui n'étaient pas musulmans, ça faisait du bien. Ça créait un pont, une confiance. Pour les musulmans qui étaient là aussi, moi j'étais extrêmement touchée
de les entendre dire, je simplifie, mais en gros c'était on en a marre, on est les otages de ces extrémistes, y compris dans les cités, dans les quartiers difficiles, où les femmes n'ont plus de liberté, où ceux qui font la loi, ce sont des petits caïds et quelquefois des tueurs, et tout d'un coup, mêlés à la foule des Français de toutes sortes, vous aviez beaucoup de gens qui disaient, mais nous aussi, on en a assez et on demande la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, parce que c'est finalement la garantie que chacun a sa place. Donc je crois que, à la fois, vraiment, je crois qu'on a tous conscience que les Français musulmans n'ont pas à se justifier de crimes qu'ils ne commettent pas, et en même temps, ils doivent comprendre que ça fait du bien de les entendre condamner. Mais c'est ce qu'on a fait. Et regardez combien de personnes se sont présentées avec des pancartes spontanément et ont aussi dit je suis musulman, français et je condamne ces actes. Chose qui. Et c'est bien. Mais à partir de là, on l'a fait naturellement et on l'a fait en tant que citoyen, humainement parlant, et ainsi de suite. De faire en sorte qu'on rassemble plein d'imams et qu'on les mette en avant du cortège pour bien dire que c'est pas. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, je ne peux pas. Ce que je voulais dire aussi, c'est que parmi les rentre à sa place, c'est-à-dire dans les familles, parmi malheureusement, et encore un hommage aux familles, à toutes les familles. Il y a eu aussi des hommes qui sont tombés et qui étaient musulmans, y compris pendant l'affaire de Mohamed Merah. Et bien sûr, ce sont des victimes également. Donc, ce sont aussi des victimes. Et ce que j'ai envie de dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, mon travail à moi, que je vais mener dans un endroit et que des gamins n'arrivent pas à comprendre, c'est dire que ces personnes-là ne font pas le tri. Ils ont aussi assassiné des personnes qui étaient de confession musulmane et soi-disant au nom de Dieu. Ils sont aujourd'hui dans des pays musulmans où ils tuent des musulmans. Donc on ne peut pas, à un moment ou à un autre, alors qu'on le sait que dans des pays musulmans, il y a des gens qui meurent sous ces hommes-là, qui aujourd'hui, des centaines. Mais vous voulez demander à des imams de manifester pour dire qui sont contre. Mais ils le sont, de fait, ce que je veux vous dire. Alors, on va essayer d'avancer un peu. Marek Alter, attendez. Il y a en tous les cas une vraie peur, une inquiétude de la population musulmane. Les incidents se sont multipliés. On va regarder ça avec Jérôme Rabier et on revient pour en débattre juste après sur le plateau du 22h. Regardez. Les responsables religieux musulmans étaient dans la rue hier aux côtés des politiques et de nombreuses personnes de confession musulmane ont pris part aux manifestations dans toute la France. Face aux demandes de se désolidariser des terroristes, les fidèles rejettent les confusions. Il faut être fier de sa religion, il faut dire que je suis musulman à part entière. Pourquoi je me justifier? Pourquoi? Parce que moi j'ai bien compris mon islam, je pratique bien mon islam, je dois le justifier. Pourquoi le justifier? Parce que je nuis. Donc la nuisance, moi je la nie et je ne la connais pas. Voilà. Les musulmans, ils se sentent un peu concernés et puis un peu rejetés de l'autre côté. On essaie de faire des efforts pour dire que non, c'est pas ça l'islam, c'est tout. Ici, à la Grande Mosquée de Paris, comme dans toute la France, les imams ont évidemment parlé des événements tragiques de ces derniers jours. Les responsables des mosquées ont eu tendance à condamner ces actes comme tout le monde, comme un musulman quelconque, un Français quelconque, on est avant tout des Français, donc voilà. J'aurais un message à apporter à tous les Français en général, ce serait stop aux amalgames et faisons la paix. La crainte des fidèles est d'être stigmatisés, au travail ou dans la rue, et les attaques de lieux de culte musulmans ces derniers jours ne sont pas de nature à les rassurer. D'autant que l'islamophobie ne date pas de la semaine dernière. Cette islamophobie-là, elle est récurrente, les amalgames se font depuis longtemps et on a beau jeu aujourd'hui de dire ce sont les amalgames. Il y a un moment qu'il aurait fallu s'inquiéter. Je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane, comme des millions de musulmans. Et ça, ce n'est pas dit assez. Partagés entre espoir d'union nationale et crainte d'être stigmatisés, les musulmans français montent au créneau pour dire non aux amalgames et pour défendre l'islam tout simplement face aux dérives d'une minorité. Alors après l'émotion, la communion, c'est aussi le temps des questions, de l'action, on va en parler, et puis de l'inquiétude. Face à cela, eh bien, la réponse du gouvernement, c'est une sécurité renforcée, on l'a vu, sur les différents points sensibles du territoire. Et au-delà, une réflexion s'engage sur l'arsenal à mettre en place pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Mais d'abord, sur la sécurité, Jacques Toubon, Marek Alter et vous tous, 10 000 militaires déployés, une surveillance exceptionnelle. C'est une véritable opération intérieure, dit Jean-Yves Le Drian. Marek Alter, la sécurité est renforcée et très forte autour des écoles, des lieux de culte juifs. Peut-être une première réponse justement pour une communauté juive de France très inquiète qui attendait des gestes concrets. C'est déjà une première réponse rassurante pour vous?
Non, je ne pense pas qu'il serait rassurant de savoir l'autre jour, tout de suite après, les premiers jours après l'attentat, je me suis levé, comme toujours, à 5 heures du matin pour travailler et je vois une voiture de police devant mon immeuble. J'ai téléphoné aussitôt à la préfecture pour demander qu'on l'enlève. Qu'on l'enlève. Ce n'est pas rassurant de devoir être protégé. Même si on a peur? Peu importe, ce n'est pas rassurant. Si je dois être protégé, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Goethe a dit une chose très jolie. Il a dit « les Juifs sont les thermomètres du degré d'humanité de l'humanité ». Si on doit protéger les Juifs contre les antisémites du tout bord, contre les assassins de tout bord, c'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va pas dans la société. C'est que la société n'est pas saine. Donc, ce n'est pas ça. Je dis encore une fois, le monde a changé. Hein. Nous rentrons, comme Malraux a dit, dans le siècle de la religion. C'est comme ça. Si on veut ou non, c'est comme ça. Si on ne veut pas la guerre des religions, hein, il faut travailler. Et c'est pour ça que j'ai fait vite un petit livre qui va sortir là, qui s'appellera « Réconciliez-vous ». Très bien, un petit livre rouge. J'espère qu'il marchera aussi bien que celui de Mao. On va préciser qu'il y a aussi l'inquiétude de la population musulmane. Hein. La liste d'incidents s'allonge. Il faudrait peut-être aussi protéger, même si ce n'est pas une réponse rassurante, il faudrait peut-être aussi protéger les lieux de culte c'est ce qu'on fait, oui. Musulmans. Ce qu'on fait déjà. Si. C'est pas prévu en tous les cas par devant la plupart des mosquées, il y a déjà des voitures de police. Il y en a qui ont été demandés la protection des mosquées pour vendredi. On leur a dit que c'était pas pour l'instant d'actualité aussi, quoi. Il y a eu des réponses qui ont été dites comme ça. Non, je pense qu'il y a une vraie inquiétude. Et ce qui est dommage, c'est qu'encore une fois, je veux dire, les pots cassés, qui les paye? On les paye de chaque côté, je veux dire. Et malheureusement, comme vous disiez tout à l'heure, cette histoire d'otages dont on subit, et puis ces amalgames et cette stigmatisation, c'est pour ça que je vous dis. Après, c'est quoi? Après, comment aujourd'hui on va lutter contre ça? Comment aujourd'hui faire corps pour ce fameux vivre ensemble? Moi, je disais, il fut un temps. Le mot vivre ensemble n'a plus sa place. Il fut un temps, les gens sont morts ensemble. Et rappelez-vous, on ne regardait pas ni leur couleur, ni leur religion, ou quoi que ce soit. Et ils sont morts ensemble, par le sang, suite à ce qu'on a connu à l'époque. Donc ce mot-là est encore plus fort que le mot vivre ensemble quand on meurt ensemble. C'est une cause. Voilà, donc je pense qu'on devrait aussi prendre conscience de tout ça. Jacques Toubon. Je pense que ces mesures de protection et de sécurité, ce que va faire le gouvernement, encore une fois, c'est difficile de concilier sécurité et les libertés. Ce qu'il va faire est absolument nécessaire. Mais je crois qu'il faut, comme Marek a commencé à le faire, et vous aussi, revenir aux causes. Les causes sont naturellement de caractère économique, social, civique, et Assez le Feu, par exemple, s'en occupe en faisant inscrire les gens sur les listes électorales, par exemple. Mais elles sont aussi purement et simplement, je dirais, d'ordre moral. Et le défenseur des droits que je suis, depuis le mois de septembre, c'est-à-dire bien avant les événements qui se déroulent aujourd'hui, j'ai pris une initiative et j'ai lancé une mobilisation de défense de l'égalité contre le racisme. J'ai fait appel à des partenaires, j'en ai une trentaine aujourd'hui, qui sont des entreprises, des grandes associations, des collectivités locales, des services publics. Sur le thème suivant, nous avons assisté depuis des années et des années, dans le monde réel ou dans le monde virtuel, sur les réseaux en particulier, à un déferlement d'insultes, de propos, de comportements, de rejet, d'exclusion, de haine de l'autre, et qui repose tout sur la même base, c'est-à-dire on ne considère pas que l'autre est pareil, et donc puisqu'il n'est pas pareil, il est inférieur. Et à partir de là, on se croit tout permis. Et moi je dis que notre pays, et d'autres sociétés comparables d'ailleurs, n'ont pas pris conscience de ce phénomène, et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, et la seule chose à faire, c'est de se mettre tous ensemble. Et moi, le défenseur des droits, parce que c'est la Constitution qui m'en a donné la mission, je pense que j'ai vocation à rassembler toutes ces organisations, tous ces responsables, pour tout simplement se mobiliser et dire ce rouleau compresseur qui s'est avancé vers nous et qui a créé indiscutablement des situations de conflit, de violence, de tension, nous allons l'arrêter. Et nous allons faire reculer et on peut citer le racisme. Aujourd'hui,
Et c'est pour ça que vous parlez de la question des réseaux sociaux, j'ajoute juste Jacques Toubon, ce qu'a dit, écrit plutôt Dieudonné, je suis Charlie Coulibaly, une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme. Il faudra être encore plus vigilant parce que d'autres Dieudonné peuvent exister. Des Dieudonné, on en condamne un, on en poursuit un, parce qu'il est sur le théâtre et le Conseil d'État s'en occupe et tout ça, et c'est bien. Mais il y en a des milliers, des milliers dans la tête, des milliers dans ce qu'ils écrivent, des milliers dans ce qu'ils font tous les jours. Moi, en luttant contre les discriminations et pour l'égalité comme défenseur des droits, je le vois bien tous les jours. La discrimination, ça repose d'abord sur l'idée que je peux faire un traitement différent à un tel ou à un tel, parce que tout simplement, je le considère comme différent. Et donc, cette plateforme, ce mouvement que j'ai lancé, je dirais ce soir, moi je dis, mais rejoignez-nous, vous qui dirigez une grande association, vous qui êtes le maire d'une grande ville, rejoignez-nous parce que je pense que la seule façon que nous nous réunissions, nous allons nous réunir prochainement pour faire une première réunion. Il faut d'abord échanger. Il faut ensuite se dire qu'est-ce que nous allons dire. Parce que ce qui m'a frappé, moi, c'est que bien sûr, il y a des priorités dans un pays comme la France. Il faut lutter contre le chômage, il faut assurer le pouvoir d'achat, il faut assurer la sécurité. On comprend que ces priorités soient criantes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire tous ces propos, tous ces comportements, c'est négligeable, et les mettre comme la poussière sous le tapis. Parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, peut-être qu'un jour, on retrouvera la santé économique, mais si nous avons perdu toute valeur morale, où en serons-nous? Ça ne sera plus la France. Vous tirez la sonnette d'alarme. Alors, parmi les réponses, si on peut appeler ça des réponses, en tout cas des mesures présentées par le gouvernement, c'est important d'en parler, parce que ce sont des mesures concrètes. Il y a tout un arsenal législatif et une question importante. Et je vais vous la poser à vous tous concernant les prisons. Manuel Valls estime, le Premier ministre estime justement qu'il faut évidemment tarir ce problème de la radicalisation dans les prisons et peut-être procéder à un isolement justement de ces éléments qui se radicalisent. Est-ce que c'est une mesure qui vous paraît légitime, normale et peut-être urgente? Nicole Bacharan, je sais que ça existe aux États-Unis. Il y a l'isolement extrême de certains prisonniers. Quel résultat cela a-t-il donné, si vous pouvez avoir le recul? Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui d'un Patriot Act à la française. Toutes ces mesures en feraient éventuellement partie. Il y a deux choses essentielles à dire sur le Patriot Act aux États-Unis. D'abord, c'est pas parce que c'est américain que ça doit être un repoussoir et que ça doit être que le label américain doit disqualifier ces mesures-là. La deuxième chose... Est-ce qu'on peut expliquer juste ce que c'est pour ceux qui nous regardent Patriot Act? Il y a beaucoup d'éléments. Essentiellement, ça a beaucoup accru les pouvoirs de surveillance des services policiers et des services de renseignement, pouvoir d'écoute, pouvoir d'interférer... Voilà, sans aucune autorisation judiciaire. Le rôle du magistrat... On peut faire beaucoup de choses sans que le juge intervienne. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Par exemple, pour des raisons d'urgence. Un exemple sur ce qui vient de se passer en France, on sait, et les services en France le savent, que les terroristes savent comment échapper à la surveillance. Bon, mais en France, on n'avait pas le droit d'écouter les téléphones de leurs épouses. Aux États-Unis, avec le Patriot Act, vous pouvez le faire. Et elle est même plus loin, des perquisitions, sans respecter certains principes. Il y a, comment dire, un vrai débat autour aux États-Unis, autour du Patriot Act. Le président Obama a été élu en disant qu'il allait réduire la portée de cet acte. Il a fait le contraire. Il l'a maintenu puisque c'est une loi... Parce que la deuxième réalité, c'est que ça marche. C'est efficace, le Patriot Act. Il y a eu beaucoup d'attentats aux États-Unis déjoués. Moi, je suis pas en train de le défendre. Je trouve pas ça sympathique et je trouve que vraiment l'équilibre avec les libertés civiles est extrêmement difficile à maintenir. Mais l'autre versant du débat qu'il faut prendre en compte, c'est très important. C'est que malgré tout, c'est un point de vue important. Et Jacques Toubon, moi j'ai une question précise. Vous êtes le défenseur des droits. Je l'ai rappelé tout à l'heure, l'un des garants de nos libertés les plus fondamentales, de nos droits. Ce Patriot Act, quand même, eh bien, il peut restreindre certaines libertés ou en tout cas agir sans du tout le rôle du magistrat. C'est inquiétant. Est-ce que s'il venait en France, et puis certains le réclament, est-ce que vous diriez, eh bien, dans ces circonstances-là, avec cette menace-là, oui? Ma réponse est simplement inspirée par ce que j'ai fait. Sur la loi antiterroriste de novembre 2014, qui vient d'être votée et qui rentre à peine en application maintenant, j'ai eu l'occasion de faire des observations, je dirais, assez vives contre les atteintes aux libertés qui étaient apportées, y compris sur les réseaux, par exemple Internet. Il est clair que si on envisageait une législation de ce type, du type Patriot Act, je serais amené, en tant que défenseur des droits, à dire très clairement qu'un certain nombre de droits fondamentaux sont touchés.
Cela étant, je ne suis pas un responsable politique, et ensuite le Parlement et le gouvernement et le Conseil constitutionnel décident ce qu'ils ont à décider. Mais ce que je veux dire sur ce sujet aussi, c'est que nous avons probablement aujourd'hui un certain nombre de mesures à prendre qui ne relèvent pas d'une nouvelle loi. La loi qui a été votée, et sur laquelle, comme je l'ai dit, j'ai fait pas mal d'observations de caractère juridique, il faut l'appliquer, et je crois qu'elle va déjà assez loin. Mais par exemple, s'agissant de faire travailler différemment les services de renseignement, donner des moyens supplémentaires. C'est la clé pour vous? Il n'y a pas besoin. Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas besoin de loi. C'est donc, je pense que il faut se méfier, à mon avis. On est en train, et ça je mets en garde, si je peux me le permettre, même si je ne suis plus dans la politique, je mets en garde mes anciens collègues politiques, que pendant 8 jours, on passe notre temps à un débat. Qui c'est qui est pour un Patriot Act et qui c'est qui est contre? Parce que ça, c'est un débat vain. Ce n'est pas la question. La question, c'est d'une part les causes. J'ai essayé de parler d'une cause, le racisme profondément, le rejet, la haine de l'autre dans notre société. Il y a des causes économiques et sociales. Il y a la question de l'éducation qui est fondamentale. Et puis d'autre part, sur les mesures de sécurité, je pense qu'il y a des choses à faire. Vous avez parlé des prisons. Le directeur de Fresnes, dans sa responsabilité de directeur d'établissement de détention, puisque c'est comme ça que ça se passe, il y a des chefs d'établissement, et dans le cadre des lois, il a pensé qu'il était plus efficace de mettre ensemble, en quelque sorte, une catégorie homogène de détenus. Bien. Et je dirais qu'il fait une expérience. Et il a lui-même dit d'ailleurs que dans 3 ou 6 mois, il verrait si les choses sont mieux ou moins bien. Le Premier ministre est allé plutôt dans ce sens, comme vous l'avez rappelé. Moi, défenseur des droits, je dis simplement une chose, c'est que un détenu, il ne faut pas l'oublier, est un homme ou une femme comme un autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est passé de l'autre côté des barreaux que l'on a perdu le droit à ses libertés fondamentales. C'est une des données essentielles de ce que la démocratie nous a apporté, notamment. Et donc, je dis simplement que aujourd'hui, il faut être très prudent. L'expérience est faite à Fresnes. Il faut regarder comment ça se passe. Je suis, en tant que garde des Sceaux, ancien garde des Sceaux, ces questions se sont toujours posées. On a, à une époque, regroupé les Basques, quand il y avait un mouvement autonomiste basque. On a regroupé les Corses, quand il y avait un mouvement indépendantiste corse qui avait commis des attentats, c'est-à-dire des crimes. Bien. La solution regroupement ou la solution dispersion, aucune d'entre elles n'est vraiment la bonne. Ce qu'il faut, c'est éradiquer les causes. Voilà. Donc, laissons le directeur de Fresnes faire, je dirais, son travail et nous verrons. Mais quand on sait, et Mohamed Meshmash et Marek Eltar, je vous pose la question, quand on sait que Cherif Kouachi, entre 2005 et 2006, a passé le plus clair de son temps en prison, Fleury Mérogis, et pendant ce temps, il y avait aussi Hamedi Koulibaly. Alors lui, il était détenu pour des faits de droit commun. Et puis, il y avait Jamel Begal, qui est leur mentor. On se dit, mais il faut éviter, sûrement qu'on essaye de les éviter, les connexions. Justement, c'est important, ce qu'a dit selon vous le Premier ministre, ou c'est une chose qui est déjà appliquée dans les prisons, Mohamed Meshmash? Non, je me dis que ce qui est grave, c'est qu'effectivement, c'est dans des prisons où, finalement, ce radicalisme se développe. Donc c'est quand même inquiétant, je veux dire, c'est dingue, quoi. On est censé mettre des personnes derrière des barreaux parce qu'ils ont commis des actes dont ils sont punis, qui doivent payer effectivement le prix qu'ils doivent, la peine qu'ils doivent faire. Et puis finalement, il y a des mômes, pas que dans le radicalisme, mais y compris, on vous disait souvent, il y a des gamins qui rentrent, ils sont petits délinquants, ils rentrent dans des prisons où ils rencontrent des gros délinquants, du grand banditisme, et finalement, c'est là qu'il se développe le grand banditisme, et ainsi de suite. Donc, c'est la question de la prison, déjà, elles sont chargées. Elle est essentielle. Elle est essentielle, je veux dire, voilà. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie, moi, que la question du patriote, là, je sais pas ce que vous me dites, là, cette proposition, elle arrive parce qu'effectivement, depuis un moment, on parle de liberté, la liberté d'expression, la liberté tout court, et je pense qu'à un moment ou l'autre, elle risque aussi, effectivement, d'avoir des limites. Je suis, encore une fois, et partie prenante, comme vous, monsieur Toulon, de parler plutôt des causes, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a glissé vers ça, sans trouver d'excuses à qui que ce soit, mais vraiment aller chercher au plus profond, quoi. Je veux dire, encore une fois,
et vous l'avez évoqué tout à l'heure, les échecs scolaires de gamins qui sortent très tôt du système scolaire, 150 000 jeunes qui sortent par an du système scolaire. C'est-à-dire que c'est bien de le dire, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que des gamins qui aujourd'hui n'ont pas du tout envie de continuer à l'école parce que une minorité de gens dans des quartiers font des trafics et dont des gamins voient, parce que leur grand frère qui a 30 ans, qui a bac plus 5, est marié, vit toujours chez ses parents, n'a pas d'emploi, si l'exemple que son frère a, c'est ça, le gamin dit, moi à l'école j'arrête, là-bas j'ai de quoi gagner facilement 100 €, donc voilà. Donc si on ne reprend pas à la base ces questions-là, si on ne reprend pas à la base les inégalités qu'il puisse y avoir, et puis ça date depuis une trentaine d'années, je veux dire, si on ne retourne pas réellement fondamentaux, des problèmes et les causes, et si on ne les traite pas et qu'on traite que les conséquences, et les dommages collatéraux, on est en train de les vivre là. C'est-à-dire qu'encore une fois, à chaque fois qu'il y a eu un problème, on a sorti une loi sur ce problème. Vous dites attention, pas que des réponses sécuritaires. Pas que des réponses sécuritaires, parce que regardez 2005, ce qu'on a connu en 2005. 10 ans après, on nous a sorti quand même pas mal de propositions sécuritaires. Vous pensez que ça a empêché finalement ce qui s'est passé? En même temps, quand on a décrit, et il faut en parler, des incidents, Marek Alter, dans les écoles, la minute de silence, alors c'est minoritaire, mais il faut en parler parce que ça existe, qui n'est pas respecté, ou alors plus grave, des mots qui justifient l'attentat à Charlie Hebdo. On se dit, qu'est-ce qu'il est important le problème? Qu'est-ce qu'il est lourd? Qu'est-ce qu'il est grand ce chantier? Encore une fois, je crois que là, de nouveau, on ne sera pas d'accord. Le fait qu'on soit au chômage, qu'on n'a pas assez à manger, ne justifie pas des crimes. C'est pas ce qu'on a dit. Attendez une seconde. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que c'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que vous dites que c'est une cause. Non, vous dites que c'est une cause. Je dis il faut aller chercher les causes, monsieur. Les causes de tout ça. Parce que moi, je vais vous dire, moi, je le vis quotidiennement. Vous luttez contre les discriminations, je les vis au quotidien. Mon ami. Donc, vous pouvez pas, à un moment ou à un autre, m'intenter un procès d'intention. Attendez, parce que je n'ai pas dit. C'est comme ça qu'on comprend. Non, c'est pas comme ça. C'est ce que vous comprenez. Vous dites. C'est pas comme ça qu'on le dit. Et on se bat depuis très longtemps, monsieur, parce que ce qui s'est passé là dernièrement, ça a tué 15 ans de travail qu'on a mené. Mais votre engagement est reconnu. Donc, à un moment ou à un autre, moi, je ne peux pas me permettre de dire que je cherche des excuses. Je ne cherche aucune excuse. Je dis qu'il faut aller chercher au plus profond. Il y a deux choses. Mon ami, il y a deux choses différentes. Il faut combattre la pauvreté, mais ce n'est pas la pauvreté qui provoque les crimes. Mais je crois que il y a des gens, qui ont très bien vécu, qui sont des intellectuels, qui parlent aussi bien français comme vous et moi, qui se trouvent avec El Baghdadi aujourd'hui et qui préparent d'autres attentats. Les crimes ne viennent pas de la pauvreté. C'est pas ce qu'on dit. Oui, alors ne mélangez pas les deux. Moi, je ne mélange pas, je ne peux pas vous permettre de dire qu'à un moment ou à un autre... Vous pouvez me le permettre parce que c'est ça la liberté. On a quelqu'un qui va nous mettre d'accord. Vous ne vivez pas des situations de beaucoup de gens qui aujourd'hui... J'ai crevé de faim, ma petite sœur est morte de faim et je ne suis pas devenu un gangster et je ne suis personne. Je suis un enfant des bidonvilles de Nanterre. Messieurs, vous avez commencé... Messieurs, on peut rester dans un bidonville et ne pas devenir un assassin. Marek Alter, attendez. Mohamed Mechmal. Ce n'est pas une cause. Marek Alter, s'il vous plaît. Une cause, c'est l'ignorance d'abord. Messieurs. C'est la bêtise. Ignorance. Messieurs. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Messieurs, rappelez-vous le rassemblement qu'il y a eu hier. On a commencé avec des images. Oui, mais attendez. Je voudrais juste simplement, encore une fois, Attendez. dire que dès le départ, je n'ai pas trouvé d'excuses et qu'on a condamné ces actes et que ça n'excuse rien. Oui. Je vous dis tout simplement que ce que vous dites, je peux l'entendre. Et il y a aussi une réalité qu'il faut entendre. Et il ne vous dit pas le contraire. Et je ne dis pas le contraire non plus. On va finir sur quelque chose qui va nous rassembler tous. Allez, un mot de conclusion. Non, Marek Alter, on n'a plus le temps. Il vient de prononcer un mot qui est celui de l'ignorance. Il est clair que, face à l'ignorance, par exemple, sur ce qui s'est passé jeudi, au moment de la minute de silence, c'est clair que l'enseignement de l'histoire, par exemple, l'enseignement de l'histoire qui est mis en cause, et l'histoire des religions. Les religions qu'il faut introduire dans les écoles. Attendez, puisque vous êtes d'accord, regardez ce que vous allez découvrir. Mais pour que ça, il faut que les gamins restent dans le système scolaire, monsieur. Mohamed Mechmal, la connaissance, le savoir, la culture. Regardez, on va arriver à la fin de ce journal, messieurs, madame. Allez, Marek Alter. On va continuer notre discussion. Regardez, on arrive à la fin de cette édition spéciale. On va se quitter, regardez. Non, c'était
terminer, Jacques Toubon, avec les images, c'est très important. C'est un numéro exceptionnel et c'est aussi pour ça qu'on parle de tout cela et qu'il y a ces débats passionnés. Mais je suis sûre qu'au fond, vous êtes d'accord parce que vous avez tous montré l'image du vivre ensemble. Ces images, regardez, Charlie Hebdo. Qui se prépare, boucle le numéro, apparaître mercredi. Juste qu'on me confirme que c'est bien la une à venir. Voilà, c'est bien la une. La voici, on l'attendait. Tout est pardonné. Je suis Charlie. Regardez qui tient ce mot d'ordre, c'est formidable. Ah oui. Quel message. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. C'est le dessinateur qui n'était pas là et qui a été sauvé. Réconcilions-nous. On est déjà réconciliés sur ce plateau. Ce Charlie Hebdo sera tiré à plus de 3 millions d'exemplaires et 16 langues. Et le combat continue malgré tout. Merci de votre fidélité. À demain avec plaisir. Merci à vous tous. Pour la paix avec passion.